Ah, c'est une ambiance assez particulière là. On a de super conditions. Tu vois, juste en face du bateau, sur notre droite, tu vois des petits points qui sont à l'horizon. C'est super beau là dans la brume. Hein. Oh, il y en a plein là. Oui, oui. Là, tu en as une petite quinzaine sur ce reposoir-là. Et donc là, ce sont exclusivement des veaux marins. Il y en a un qui nous fait coucou là, il est dans l'eau. Oui, alors c'est ce qu'on appelle il fait la banane. Il s'étire, il montre bien qu'il est décontracté, qu'il est bien sur ce reposoir. La banane. J'en vois un qui se dort la pilule là. Oui, alors là, tu en as plusieurs qui sont étalés tout au long de la lasière. Donc là, on est à peu près sur une petite quarantaine, cinquantaine de phoques. De ce qu'on a vu là, c'est vraiment des veaux marins. Il n'est pas dit qu'à la photo derrière, on ne retrouve pas un phoque gris par l'identification photo. Ce qui va nous permettre de faire tout l'effectif présent à un instant T sur la réserve. Donc vous, Thomas, vous comptez les phoques et les veaux marins pour la maison de l'estuaire. Déjà, comment on fait la différence entre phoques et veaux marins? Les phoques mâles gris sont quand même beaucoup plus costauds que les veaux marins, donc c'est une première différenciation. Ensuite, c'est la forme de la tête qui va jouer. Donc en fait, on a l'habitude de dire que le phoque gris, il a une tête de cheval, donc c'est-à-dire qu'il a un peu de cassure au niveau du nez, il a vraiment quelque chose de rectiligne. Alors que le veau marin, c'est une tête plutôt de chien, donc une cassure comme nous au niveau du nez. Donc ça peut aider en termes de critères. Et après, il y a la forme des narines qui peuvent être soit parallèles ou soit en V, qui peut aider. Mais là, il faut être vraiment près du phoque pour voir. Ouais, faut être un peu expert. Hein. Voilà, c'est des beaux bébés quand même, ça peut peser combien? Ah, ça peut monter jusqu'à 300 kg pour des veaux gris. On est plutôt aux alentours de 160-200 kg pour les veaux marins. Depuis quand ils ont élu domicile ici, là, dans l'estuaire de la Seine? Depuis la nuit des temps. On a des écrits au Moyen-Âge qui racontent la présence des phoques, de cétacés dans l'estuaire de Seine. Ça a disparu par l'aménagement du territoire, par les pollutions qu'il y a eu dans l'estuaire de Seine. Et on a une recolonisation là, depuis les années 2010, où on voit une progression des effectifs d'année en année, qui nous amène aujourd'hui à peu près une 120 phoques au maximum sur l'ensemble de la réserve. Alors que quand moi je suis arrivé en 2009, on en avait 2 ou 3 qu'on voyait ponctuellement comme ça. Qu'est-ce qui les attire ici? Parce que là, on a le pont de Normandie, le trafic routier, le port du Havre, les industries. Qu'est-ce qui peut leur plaire finalement? Sur le gîte, on est bon. On a cette possibilité d'avoir des bancs de sable qui permet de constituer des reposoirs. Ensuite, la nourriture qui est présente en baie de Seine et qui apporte de quoi satisfaire les phoques. Et dernière chose qui est la plus importante, c'est la quiétude. C'est-à-dire que dans ce secteur-là, on est privilégié, on est dans un secteur qui est interdit à la navigation, où nous sommes les seuls à pouvoir venir voir les phoques et on essaie de ne pas les déranger. Donc ils ont des conditions de tranquillité qui leur permettent justement de se reposer, de ne pas être dérangés toutes les 5 minutes. On est un site en devenir qui continue à progresser d'année en année. Jusqu'à quelle limite, on le verra bien. Ça sera certainement une capacité, une saturation en termes de reposoir, en termes d'alimentation. Merci Thomas, moi c'était la première fois que je voyais des phoques comme ça, sauvages en milieu naturel, c'était super. Eh bien écoute, merci à toi parce que tu nous as bien aidé sur ce comptage. Et maintenant, j'ai un petit défi à te proposer, c'est de continuer sur la réserve naturelle et de retrouver tout le panel d'espèces qui constitue notre réserve. Ok, donc ça c'est... Un huîtrier un huîtrier-pie, le cheval. Ok, ah ouais, j'ai de quoi m'amuser effectivement. Tu as du boulot. Ouais, et Céline, elle va être contente, elle va bien s'amuser aussi. Bonjour Céline, bonjour Karima. Nous voici dans la Roselière, au pied du pont de Normandie, au cœur de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Alors c'est une vaste zone humide, hein. La preuve, entre terre, mer et fleuve, c'est la 2e plus grande réserve de France. Elle s'étend du port du Havre jusqu'au pont de Tancarville. Oui, l'industrie et l'activité humaine sont omniprésentes sur ce territoire. L'équilibre est fragile. C'est la maison de l'estuaire qui joue les médiateurs et qui gère la réserve où près de 500 espèces ont trouvé refuge. Ah d'ailleurs, pour les repérer, ces espèces, je te propose un safari dans l'estuaire. T'es prête? Oui, je suis prête, surtout qu'on m'a donné un petit défi, tu vas voir. Faut qu'on retrouve tous ces animaux
En vrai, Alors, dans l'estuaire. Montre-moi ce que tu as récupéré. Il y en a beaucoup quand même, hein? Oui, un petit peu de boulot. Moi, je te propose de prendre le phoque, c'est facile, je l'ai déjà vu, comme ça c'est déjà fait. Ah ouais, t'as un petit peu d'avance. Alors attends, moi je vais prendre la crevette grise. Il me semble qu'à Honfleur, je vais pouvoir trouver mon bonheur. Ah puis tiens, attends, je vais prendre aussi les canards. J'ai repéré quelques gabions de chasse pas très loin d'ici. D'accord, alors moi je vais prendre le cheval et puis tous les oiseaux. En plus, j'ai une petite idée de qui pourrait m'aider. Ok, bon. Par contre, il manque des petites bêtes essentielles. Tu veux dire les insectes? Oui. Oui, effectivement, ils sont à la base de la chaîne du vivant et la Maison de l'Estuaire fait d'ailleurs régulièrement leur inventaire. Regardez. Quatre fois par an, toujours aux mêmes endroits, l'équipe de la Maison de l'Estuaire compte et identifie les papillons observés. C'est la pierrite de la rave. La chenille va se développer sur les brassicacées, donc tout ce qui est lié à la famille des choux. Ce spécialiste des papillons, un lépidoptériste, leur apprend en même temps à mieux connaître les espèces, comme ce pan du jour. C'est une espèce assez commune en Normandie. Et la chenille, elle se développe sur l'ortie. Donc l'ortie, c'est une plante très intéressante dans les jardins et en bordure de champs, de chemins. Pour les papillons, l'estuaire est un refuge. Ils y trouvent de la nourriture et de nombreux abris naturels. En fonction des habitats, on ne va pas avoir les mêmes espèces aussi de papillons. On va avoir des espèces forestières, donc plutôt dans les bois, les lisières, des espèces de prairies humides, des espèces de coteaux calcaires, donc plus en vallée de Seine mais sur les contreforts. Très sensibles, les insectes supportent mal le changement. L'augmentation des températures moyennes, par exemple, les pousse à migrer du sud vers le nord. C'est la douceur hivernale, le gel de moins en moins souvent, de moins en moins précoce. Et ce qui est gênant, c'est qu'il y a des espèces qui ont besoin de conditions plus froides en Normandie, dans des milieux plus froids comme les tourbières, et par exemple qui ont pu avoir les besoins nécessaires en froid et qui vont avoir tendance à disparaître. Un peu plus loin, sur ce plan d'eau, c'est la saison des amours chez les libellules. Des accouplements très observés. En fait, la femelle va replier son abdomen pour que le mâle puisse la féconder. Ça fait une forme de cœur. Et dès qu'ils sont fécondés, ensuite la femelle va aller pondre ses œufs. C'est un petit mâle ou une femelle? C'est une femelle. C'est une petite femelle. Elle est en train de pondre. Ce point d'eau, tout proche d'une prairie, est idéal pour la survie des libellules. Signe de leur présence permanente, cette exuvie. C'est la dernière mue. Et de cette mue-là, là, on voit, vous avez un trou, l'adulte sort d'ici. C'est la preuve qu'elles se reproduisent ici, qu'elles sont bien ici. À la base des chaînes alimentaires, les insectes sont importants pour la survie de nombreux autres animaux. Avec ces inventaires, les scientifiques pourront anticiper les changements. On va analyser au fur et à mesure du temps toutes les données qui vont arriver pour éventuellement adapter les mesures de gestion, prévenir les politiques publiques, mettre en place de nouveaux suivis. Donc c'est vraiment un levier pour alerter et pour renseigner. Les observations montrent que dans cette réserve sans pesticides, la chute de la biodiversité est moins forte que dans les milieux non protégés. Canard colvert, canard chipot, canard pipi. T'as vu l'oiseau? Oui. Moi je l'ai pas vu. Il va falloir regarder autour de l'observatoire, trouver les oiseaux que tu vois. Si tu vois par exemple des canards colverts, va compter, noter canard colvert, compter combien t'en as vu et dire ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est en train de se reposer, de manger, de dormir? Allez, voilà. C'est eux qui vont pouvoir m'aider. Bonjour les enfants. Je sais que vous êtes des enfants de l'école de la Mailleraie du Havre, mais je sais pas de quelle classe vous êtes. CE2 CM1. Donc vous avez quoi, 8 ans 8 ans, 9 ans. Ok, vous êtes grands. Ouais, donc vous allez pouvoir m'aider. On m'a lancé un petit défi aujourd'hui. Je dois retrouver des animaux dans la réserve et notamment des oiseaux. Aujourd'hui, je dois retrouver ces deux oiseaux-là. Alors, la spatule blanche, vous la voyez là, avec son long bec, et l'aigrette garzette. Moi j'ai déjà vu ça. Tu l'as vu celle-ci? Oui. Celle-là, tu peux la trouver là-bas ou là-bas parce qu'on l'a trouvée. Bah trop bien, super. Alors par contre, il faut que je les filme. Vous voulez bien m'aider? Oui. Je vais vous confier une petite caméra. Quand vous voyez soit la spatule, soit l'aigrette garzette,
Vous appuyez sur le bouton rouge ici. Je la confie à qui? Moi. Allez, toi. Là-bas, on voit il y a des oiseaux, on les voit pas très bien. Coucou les gens, là je suis sur France 3, TV, on est sur l'estuaire de la Seine et voilà, c'est super. Ça c'est quoi celle-ci? La spatule. Ah oui! Ils ont dû migrer cette nuit, eux. Si ça se trouve, ils sont arrivés ce matin tout frais. Hein. Je vois que vous êtes bien accompagnés, là, vous avez un connaisseur avec vous. C'est Vivien Chouquet, le médiateur nature de la Maison de l'Estuaire. Bonjour. Bonjour. Alors, bon, la spatule, ça a été super facile. Les grès de garzette, on peut la trouver ici? On peut la trouver ici. Ça fait partie des espèces même plus abondantes que la spatule. Donc, il y a plus de chances de la voir. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 spatules qui sont au repos, là, qui viennent d'arriver de migration. Et ça fait partie des espèces qui passent une partie de l'hiver chez nous. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a des trucs. Il y a des spatules. Je sais pas si vous voyez. Attends. T'aimes bien ton travail ou pas? Oui, j'aime bien mon travail. Bon, je passe des bonnes journées avec vous. On s'amuse bien. En plus, c'est bien parce qu'on voit des animaux. Ouais. Donc vous travaillez pour la Maison de l'Estuaire. C'est quoi le rôle de cette maison? C'est compter les oiseaux, les protéger, mais pas que peut-être. Ah non, c'est un rôle très très vaste. Notre rôle, Maison de l'Estuaire, c'est une association qui est gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine. Donc un grand nom, mais voilà, on est dans l'estuaire de la Seine et ici a été créée depuis 1997 une réserve naturelle nationale, donc un haut niveau de protection de la biodiversité. Et c'était notre travail avant tout de gérer ce territoire. Gérer ce territoire et puis gérer peut-être aussi l'action de l'homme, parce qu'il y a pas mal d'acteurs aussi qui... On est sur un territoire qui est très particulier puisque tout le territoire sur lequel on se balade aujourd'hui, la partie terrestre où on est, c'est parce que l'homme l'a modifié. L'homme a endigué la Seine pour pouvoir naviguer et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des terrains terrestres sur lesquels il y a eu des activités qu'on grandit, qui sont installés, de l'agriculture, de la chasse, de la récolte de roseaux. Et donc, au choix de l'État, au moment de la création de la réserve, a été de garder ces usages, puisqu'ils avaient un intérêt pour la biodiversité. Et donc, aujourd'hui, on gère aussi bien les usages du territoire que la biodiversité. Et comment ça se passe entre tous ces secteurs? Parce qu'entre le récolteur de roseaux, l'agriculteur, le chasseur, c'est peut-être pas toujours les mêmes intérêts? Effectivement, on n'a pas les mêmes objectifs. Après, on travaille tous en commun sur ce territoire-là. Et le but, c'est qu'il soit géré le mieux possible pour que tout le monde puisse continuer son activité et que ce soit cohérent avec la biodiversité. Donc il y a beaucoup de dialogue avec les associations, avec les différents usagers qu'il y a sur le territoire pour qu'on ait une vision globale de l'estuaire. Vous avez un peu un rôle de médiateur entre tous ces acteurs différents. Ça, c'est un enjeu depuis la création de la réserve. Je vous propose qu'on remonte le temps pour essayer de comprendre comment s'est passée la fondation de cette réserve. Port du Havre, 1913. C'est son extension galopante qui modèle le paysage de l'estuaire de la Seine jusque dans les années 80. Ces terres ne sont alors qu'une simple réserve foncière pour la zone industrielle portuaire. Et puis, en 1985, une autre voix se fait entendre. Tout à coup, les pépiments des oiseaux couvrent le bruit des moteurs. Sous la pression des associations écologistes, le ministère de l'Environnement, les ports autonomes de Rouen et du Havre classent 3400 hectares de l'estuaire en réserve conventionnelle. Les ornithologues gagnent. En parallèle, ils font condamner la France par l'Europe pour non-création de zones de protection. Les industriels ont vu qu'on était une gêne et on a pu enfin discuter avec les industriels et faire un partage, entre guillemets, un partage de l'espace en disant voilà, nous ne sommes pas des empêcheurs de travailler en rond, mais il y a des zones qui méritent d'être protégées. Le destin de l'estuaire de la Seine va se jouer à Bruxelles. En 1990, en application de la directive européenne Oiseaux, 2750 hectares sont déclarés zones de protection spéciale, ZPS. Aujourd'hui, la Commission européenne met en demeure la France de rendre possible l'extension de cette ZPS, d'en faire un espace protégé. Certes, un projet existe de créer ici une réserve naturelle. Le dossier navigue actuellement entre préfecture et ministère de l'Environnement. La création d'une réserve naturelle, degré de protection le plus élevé, est le théâtre d'âpres négociations, notamment sur ses contours géographiques. Cette partie est de l'estuaire, c'est aussi celle qui intéresse les industriels de la région. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à revendiquer, parallèlement à la réserve naturelle, ce qu'ils appellent une réserve industrielle. Je ne pense pas qu'il faille que tout soit en réserve industrielle comme tout en réserve naturelle. Il faudra bien qu'un jour nous entendions. Alors ce que je sais aujourd'hui sur le projet de réserve naturelle, c'est qu'il est en train de bien avancer. C'est entre les mains de la préfecture de Seine-Maritime.
2 ans plus tard, le 30 décembre 1997, la réserve naturelle de l'estuaire est créée sur 3768 hectares. Après avoir fixé ses limites, reste à assurer sa gestion. L'association Maison de l'Estuaire en est chargée depuis 1999. Une mission périlleuse au carrefour d'intérêts contradictoires. Dans ce grand ouest sauvage, 3 acteurs se font face. Les chasseurs, les écologistes et les agriculteurs. Ici, ni bon, ni brut, ni truand, mais des intérêts divergents pour un seul et même territoire. Malgré les tensions, en 2004, la réserve naturelle a été agrandie de plus de 4000 hectares, avec l'ajout d'une vaste étendue maritime entre Honfleur et Trouville au sud et le marais de Cressenval à l'est. Je pense que notre génération, nous n'avons pas à rougir du combat que nous avons mené. Il y a une réserve naturelle et que on voit bien comment ça se passe. Il faudra une autre génération pour que l'autre génération, enfin, gère les choses correctement. 20 ans plus tard, le dialogue s'est apaisé et le travail est toujours en cours. Canards, crevettes, vaches, ça me semble un peu improbable de trouver des animaux si proches de la route ici. Ah, j'ai l'impression que j'aperçois des vaches. Bonjour. Bonjour. Bon, je vois que vous avez des vaches ici. Est-ce que c'est cette race que vous avez? Oui, c'est bien celle-là. Alors dites-moi tout, vous êtes vous agricultrice ici, c'est quoi du coup Oui, ça? la race Montbéliarde. Ok, Donc, en Normandie? En Normandie, oui, la race Montbéliarde en Normandie, c'est une race de montagne mais qui s'adapte très bien à tous les climats. Donc c'est une race laitière, en 150 vaches. Là, les animaux qu'on va voir, c'est les génisses, donc futures vaches. Alors on est vraiment ici dans les marais de Cressenval, c'est un lieu à part. C'est un lieu à part, parce que tout est en prairie. Je vous laisse ça pour aller voir les animaux. Donc tout est en prairie, donc ici il y a mon troupeau de génisses qui pâture et donc on fait de la fauche et du pâturage. Ok, elles approchent là. Elles approchent tranquillement. C'est quoi la conduite à tenir? Je dois rester comme ça, bâton au sol? Bâton au sol, c'est juste pour leur indiquer qu'on vient les voir. Si on commence à lever le bâton, elles vont comprendre qu'on veut les pousser, les manipuler. Ok, bon, elles sont hyper pour qu'elles curieuses. restent calmes et curieuses. Et alors ici, dans les marais, forcément on est entouré d'eau. C'est un peu votre préoccupation à l'année, l'eau, j'imagine? Oui, l'eau c'est notre préoccupation, c'est-à-dire que les animaux, elles pâturent l'herbe et elles boivent dans les creux qui sont alimentés ici par les sources. Et donc des fois il y en a trop, c'est compliqué, c'est inondé. D'autres fois on n'en a pas assez et elles n'ont pas assez d'eau pour boire. C'est une vraie préoccupation. Et justement, la qualité de l'eau, elle est toujours bonne pour les animaux? Pas toujours, on a justement des difficultés quand l'eau stagne trop dans les creux, elle n'est pas bonne pour les animaux et on peut se retrouver avec des problèmes de parasites ou des problèmes sanitaires. Ok, et le fait qu'il y ait la route là juste à côté, c'est quand même assez bruyant. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? C'est un avantage pour la zone du Havre, mais c'est un inconvénient pour nous parce que si on veut la traverser, on est obligé de passer par les ponts. Et vous, par rapport à un agriculteur, on va dire plus traditionnel, le fait d'être situé ici, dans les marais de Cressenval, c'est bien, pas bien? Dites-moi. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je dirais que les avantages, c'est qu'on a de l'herbe en quantité, même quand il fait sec. Même les années de sécheresse, on a de l'herbe. Cette année, on est bien content d'avoir le marais. Et j'ai l'impression que ça va se renouveler les années qui viennent. Les inconvénients, après, c'est qu'on doit se plier au cahier des charges parce qu'on est en réserve naturelle. On doit faucher après le 8 juillet, on est limité en quantité d'engrais apportés, en nombre d'animaux qu'on peut mettre à l'hectare. Sur les dates de clôture, on ne peut pas faire des clôtures n'importe quand on veut. Les engrais aussi, j'imagine? Les engrais, on est limité, on est vraiment limité. Donc voilà, faut composer avec tout ça. Et vous, Guylaine, est-ce que vous connaissez le métier de bioacousticien? Pas du tout, aucunement. Eh bien, figurez-vous que dans l'estuaire de la Seine, le repérage des espèces se fait grâce à une technique, la bioacoustique. Le comptage des amphibiens, notamment, se fait à l'oreille et au micro en écoutant le chant des différentes espèces. Un étrange dialogue avec les grenouilles. Regardez. Opération exploration dans l'estuaire de la Seine. Ces 2 spécialistes s'intéressent aux batraciens. Pas question d'utiliser des épuisettes. Olivier Schmitt a développé une autre technique avec sa parabole, car les 3 types de grenouilles vertes sont très difficiles à distinguer à l'œil nu. Et en fait, ce qui est très intéressant chez les amphibiens en général, c'est que le chant est lié au gène, à la génétique. Alors que chez les oiseaux, il y a un aspect culturel fort, ce qui fait que quand on enregistre une grenouille, on a l'expression génétique de l'individu. Mais encore faut-il reconnaître les chants, une expertise acquise au fil des ans par le bioacousticien. En France, ils ne sont que 10 à exercer ce métier. Quand la rieuse chante, elle fait un chant très particulier, d'où son nom de rieuse, elle fait
Quand la lessona chante, c'est un chant très effacé. Ça fait un... Et puis entre les deux, il y a l'hybride. Et donc elle a un petit peu de la lessona, puis un petit peu de la rieuse. Et donc du coup, c'est un chant qui va claquer. Ça, c'est des notes qui vont claquer dedans. Ça fait... Les notes qui claquent. Quand les amphibiens sont trop alongis, au soleil, le spécialiste les stimule. Et ce sont les lassonas qui répondent à l'appel. Une bonne nouvelle, l'espèce, la plus rare, prolifère dans l'estuaire de la Seine. C'est ce qui ressort de cette étude menée dans près de 70 mares. Les amphibiens sont sensibles à la pollution de l'eau. Donc quand les amphibiens sont toujours présents sur un territoire, c'est que l'écosystème en général fonctionne relativement bien. En revanche, la situation est préoccupante pour le butor étoilé en voie de disparition. Très discret, cet oiseau migrateur protégé ne se détecte qu'à l'oreille. Le bioacousticien a réussi à identifier les rares spécimens. Chaque individu a un timbre, a une expression à lui. Et on peut reconnaître à travers une analyse logicielle les différents individus. Et là où on pensait repérer des oiseaux différents, l'analyse a révélé qu'il s'agissait du même individu. Il ne serait que 4 cette année contre 25 en 2000. Avec sa technique, le bioacousticien apporte un nouvel éclairage aux gestionnaires de la Maison de l'Estuaire. Je veux bien une photo là, s'il te plaît. De la large. Ça m'intéresse, de la filandre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes le duo de choc de la Maison de l'Estuaire. Vous, Faustine Simon, vous êtes chargée de mission. Et vous, Charlie Robin, garde technicien et télépilote. C'est vous là qui manœuvrez ce drone. À quoi il vous sert aujourd'hui ? Alors ce drone aujourd'hui nous sert à affiner nos comptages et à compter des zones assez inaccessibles. Tout à l'heure je suis allée sur la dune avec les instruments classiques, les jumelles, et j'ai pu voir certains groupes d'oiseaux, mais j'ai du mal à compter quand ils sont très loin, très étalés, donc on a des estimations. Et après, en fait, grâce au drone, on va aller peaufiner ces estimations et avoir accès à des zones où je ne peux pas aller parce que sinon je risque de déranger les oiseaux qui sont présents. Oui, ça vous permet d'être plus précis puis peut-être de gagner du temps. Tout à fait, parce que ce sont soit des zones inaccessibles, soit des zones où on va entraîner des perturbations, donc c'est un vrai gain de temps. Et en même temps, ça nous permet de bien affiner pour avoir les bons chiffres après à rentrer. Et vous, Charlie, du coup, est-ce que vous avez une distance à respecter avec les oiseaux ? Vous pouvez aller vraiment au plus près ? Par principe, on ne vole jamais en dessous de 80 mètres pour éviter le dérangement. Et là, sur ce site-là, on essaye d'être à 500 mètres de distance des oiseaux. Sinon, on a observé par le passé qu'il y avait du dérangement. Moi, je vous cache pas que si on voit un nutrier pie ou un courlis cendré, ça m'arrange pour mon safari du jour. Eh ben, on peut aller voir du courlis cendré, justement. Alors, un petit peu sur l'ouest de la Filandre, il y en avait tout à l'heure. Il y avait... Voilà, il y a des petits points noirs là. Alors moi, c'est vrai que l'avantage, c'est que vu que je suis allée avant sur le terrain, je sais les espèces qu'on va retrouver. Et donc, grâce à cet outil-là, je peux affiner mon comptage. Et souvent, on fait des photos des groupes, et après, on va aller les compter sur la photo, tout simplement. Et alors, on voit bien... Vous êtes habitué, hein, parce que moi, je l'aurais pas reconnu. Hein. C'est l'habitude. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit toujours deux. Il y a le télépilote, parce que c'est une formation qu'il faut avoir, et un ornithologue qui accompagne pour guider un peu sur les espèces à voir, identifier et mieux cibler après ce qu'il faut prendre comme photo. Est-ce qu'avec cet outil, vous avez réussi à découvrir des espèces que vous n'aviez jamais approchées, par exemple ? Alors il y a des espèces qui sont beaucoup plus discrètes et beaucoup plus difficiles à approcher, comme le fameux butor étoilé, assez emblématique de l'estuaire de la Seine. Dont on parle beaucoup mais qu'on ne voit jamais. Voilà, c'est ça. Et grâce au drone, on a des super images sans aucun dérangement. Et ça nous permet de mieux affiner sa biologie, la manière de le protéger. Cette année et l'année dernière, on a aussi pu avoir des images de râle déjeuner. Et c'est un petit oiseau dans les prairies. Et grâce à ça, on a vu des nichées et on a pu protéger la nichée
et affiner les zones qu'on protège des activités humaines. Et comment vous avez réussi à les trouver? Parce qu'il y a quand même 8500 hectares de réserve. Alors souvent, ce sont des oiseaux soit qu'on a repérés avant aux jumelles, soit qu'on a entendus. Et grâce à ça, après, on va se rendre sur le site. Et le travail, c'est là que le travail ornithologue droniste est très important, parce qu'on va pouvoir localiser la zone à inventorier. Et avec le thermique, nous pouvons situer les points de chaleur. La caméra thermique. Voilà, c'est ça. La caméra thermique du drone nous permet de voir les points de chaleur, à chaque fois d'aller vérifier ce que c'est. Et quand on a de la chance, c'est une espèce assez exceptionnelle. Il y en a beaucoup au final? Alors le buteur, on est sur entre 4 et 6 mâles chanteurs. Le râle déjeuner, on est plutôt à une dizaine d'exclos. Mais ça reste peu, mais très important à l'échelle de la Normandie. Oui, et de la préservation de cette espèce. Tout à fait. Je vous propose qu'on s'intéresse à une autre zone de repos pour les oiseaux. Est-ce que vous connaissez l'île aux oiseaux, l'île aux ratiers? Oui. Oui, parce qu'il n'y a que les agents de la Maison de l'Estuaire qui peuvent y accoster. Cette île, elle a été créée en 2005 pour compenser les effets de Port de Mille. Et on va regarder à quoi elle ressemble aujourd'hui. Cette petite île de 350 mètres de long à l'entrée de l'estuaire est surveillée de près par un groupe de scientifiques. Tu peux mettre 230 goélands argentés en A3. Ça commence à décoller. Je pense qu'il y avait au moins 200 sternes Kojek. La mission commence en mer. Alors, les étriers pieds en vol et il y a des AO7 devant. Une fois par mois, les agents de la réserve comptent les milliers d'oiseaux posés sur l'îlot. Depuis 2005, on fait ce qu'on appelle un suivi à long terme. Ça nous permet de voir si les oiseaux se portent bien, si on est surtout sur une évolution positive ou non. Sur cet îlot, les visites sont rares. Il a été construit il y a 20 ans avec des gravats pour compenser la destruction des reposoirs à oiseaux lors de l'extension du port. Ce jour-là, l'équipe débarque. Il faut aller vite pour déranger le moins possible les animaux. 80 espèces trouvent refuge ici, notamment des oiseaux migrateurs. L'îlot, il a une position assez particulière, c'est qu'il est vraiment sur une route migratoire. Les oiseaux qui viennent de l'Arctique et qui vont jusqu'en Afrique de l'Ouest vont forcément passer par l'estuaire de Seine. Quand toutes les zones sont recouvertes en fait par la marée, ils doivent trouver une zone refuge et donc l'îlot permet de les accueillir à ce moment-là. L'ornithologue cherche toutes les traces des oiseaux. Elle vérifie aussi leur état sanitaire. Ah, t'en as un là. Sur sa route, un cadavre de goéland probablement mort naturellement. Ce qui l'intéresse surtout, c'est de vérifier que la grippe aviaire n'a pas fait de victime. À quelques mètres de là, un autre travail attend cet agent, un relevé topographique des lieux, car la physionomie de l'île change constamment. Ça s'est déplacé vers le nord avec une vraie butte qui s'est formée, alors que de l'autre côté, sur la partie centrale, ça s'affaisse un petit peu, ça se creuse davantage. La botaniste, quant à elle, répertorie les végétaux. Des espèces tropicales invasives, mais aussi une plante protégée, le chou marin, se sont implantées au fil du temps. C'était vraiment un tas de cailloux et en fonction des espèces, soit ça va être des graines qui vont avoir flotté et qui vont avoir germé, ou alors d'autres qui vont être apportées par le vent et qui vont ensuite germer. Pour que la vie sur l'île continue de se développer, il faut qu'elle reste un sanctuaire. Il est interdit d'y accoster et de naviguer à proximité. Il faut savoir qu'à même 500 mètres, en fait, des oiseaux, dès qu'ils voient un bateau, ils vont avoir tendance à s'envoler. Ils vont dépenser de l'énergie à essayer de retrouver une autre zone pour se reposer. Et donc, ça va forcément affaiblir leurs conditions corporelles et ça reste préjudiciable pour les oiseaux. À terme, la réserve souhaite s'équiper d'une caméra pour surveiller la faune à distance et partager ce spectacle unique au plus grand nombre. Alexandre, c'est ça? Bonjour Céline, oui, c'est moi. Est-ce qu'on a une chance d'apercevoir ces espèces-là aujourd'hui de canards? Oui, il y a de grandes chances. Ouais. Vous m'emmenez? Avec plaisir. Allez, c'est parti. On va cacher quand même. Bon, vous êtes, vous,
président de l'association de chasse ici dans l'estuaire? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Eh bien, ça va faire presque 2 ans. Et vous chassez depuis combien de temps ici? Oh, ça va faire bientôt 24 ans que je chasse ici en baie de Seine. Et donc c'est une association qui regroupe 2000 adhérents. Et combien de mares de chasse ici en tout Sur le territoire, donc il y a à peu près 2000 hectares, 200 mares et donc 200 gabions référencés. D'accord. Et vous, c'est votre petit plaisir de venir là Alors petit plaisir, oui, c'est plutôt passionnel. C'est ma bulle d'oxygène dans nos quotidiens. C'est vraiment le lieu de décompression. Alexandre, on est sur l'une des 200 mares de chasse ici dans l'estuaire de la Seine. Quand on voit tous ces animaux, toute cette biodiversité, on voit vous, chasseurs. C'est un mariage pas très assorti, on va dire, mais pourtant vous jouez un rôle crucial. Sur un plan d'eau comme celui-ci, donc on s'occupe de la mise en eau. Donc on fait en sorte que l'eau reste dans la mare, parce que évidemment, si on n'intervient pas, la mare s'assèche et se referme. Hein. Le gros travail en fait des chasseurs, c'est d'arriver à maintenir ce milieu ouvert et en eau, pour que ce soit accueillant pour le gibier d'eau. Ce que l'on fait pour la période de chasse est bénéfique également hors période de chasse. L'ensemble de la vie faune, en fait, finalement, se sert de nos mares pour venir manger, boire. Et c'est comme ça qu'on contribue à la biodiversité. Alors Alexandre, expliquez-moi, c'est quoi la chasse au gabion? Comment ça se passe finalement? Alors donc, vous avez vu, là j'ai installé ce qu'on appelle les applants, donc c'est des canards vivants. Et donc ils sont attachés par la patte sur les plateaux et vont normalement chanter une partie de la nuit ou chanter quand ils vont voir leurs congénères passer. Et on a donc aussi les formes en plastique, comme celui-ci. Le canard a un instinct grégaire, donc il est attiré par ses congénères. Donc, c'est comme nous quand on passe devant un restaurant, si on voit qu'il n'y a personne dans le restaurant, on va avoir un doute. Si on voit que le restaurant d'à côté, il y a énormément de personnes en train de manger, on va avoir envie d'y aller. Donc on met ces formes en plastique aussi pour les attirer. Et alors votre gabion, il est où du coup? Et vous êtes sur la cuisine. Ok. Je vous ouvre ? Bah oui, j'allais, je veux découvrir ça. Comme quand j'étais enfant avec ma cabane, j'adore. Mais c'est immense. Oh, immense, tout est relatif. Vous me faites une petite visite? Allez, ça c'est simple. Hein. Ça c'est simple. Donc on a un chauffage parce que l'hiver, des fois, on peut avoir froid quand même, comme on reste à veiller toute la nuit. Une petite gazinière, donc électricité avec le panneau solaire qui est à l'extérieur. Ok. Alors, on a un petit peu d'eau hein, quand même. On a un seau qu'on vide, 4 lits, un coin repas. Et ensuite, on a la vue sur l'extérieur. Vue incroyable quand même. Ce qu'on appelle les... Alors c'est soit des guichets, soit des trappes, ça dépend. Donc c'est le prélèvement maximum autorisé à 25 canards par installation. Ok. Pour une nuit. On a une moyenne sur les installations de 2 canards par nuit. Tout n'est pas mathématique. Donc ça dépend comment on chasse, ça dépend si on a des bons applants, ça dépend comment on les installe, ça dépend si on fait la bonne nuit. Par contre, c'est possible, voilà, mais la bonne nuit c'était hier, là ce soir peut-être qu'il n'y en aura pas. Alors, mon fusil est là. Ok. Alors il n'est pas encore monté, mais je peux vous montrer. Je sors la lunette et je l'installe. Allez. Quand on prend une arme, on s'assure, alors même si c'est mon fusil, personne n'y touche, on s'assure toujours qu'il soit bien déchargé. Ok. Il est déchargé, donc on peut le manipuler. Hop, je vous laisse le porter si vous voulez. Je suis gauchère, donc hop là, je me mets de ce côté-là.
Ok, c'est lourd quand même. Oui, c'est lourd. Attention les oreilles. J'ai plus d'oreilles. Est-ce que vous connaissez les vasières? Oui, donc elles sont plus à l'ouest, donc sous le pont de Normandie ou aussi à l'aval du pont, où on a également des gabions. Parce que les vasières sont le berceau nourricier des jeunes poissons et des oiseaux. Elles sont censées être protégées, mais elles sont en danger à cause du sable qui s'amoncelle, des courants et du trafic portuaire. Regardez. Et des petits tortillons à droite à gauche, donc là il y a de la faune. Dans le sol grouillent des milliers de mollusques et de crustacés. Leur habitat, la vasière, est surveillé de près par la réserve de l'estuaire. Les vasières abritent une multitude d'animaux qui servent de nourriture à plein d'espèces, que ce soit les oiseaux quand la marée découvre les vasières, mais aussi les petits poissons, les crevettes, les crustacés, quand la marée revient dans l'estuaire. Ce jour-là, des agents prélèvent un échantillon de sédiments. Son analyse servira à répertorier les espèces présentes. Et voilà, le démoulage est parfait. Oh, regarde, il y a un petit crabe. Ah bah super, on va pouvoir le retrouver, notre ami. Ouais. En quelques secondes, la faune apparaît. Donc on peut avoir des petites crevettes qui vont vivre à la surface du sédiment ou dans les premiers centimètres. On va avoir des annélides comme la rénicole qu'on voit ici. L'échantillon sera envoyé dans un laboratoire pour analyser précisément la composition de la vasière. La réserve fait ce suivi depuis 25 ans. Elle observe notamment une augmentation du nombre d'espèces présentes. Les espèces marines commencent à rentrer dans l'estuaire de Seine. A contrario, on peut aussi avoir des espèces invasives. On est près de grands ports maritimes avec des bateaux qui viennent de partout dans le monde. Et donc on peut avoir des espèces qui viennent coloniser notre estuaire en plus. On voit une diversité qui augmente, mais il faut regarder plus précisément ce que ça dit. Ce milieu est en évolution permanente. Ces 30 dernières années, l'extension du port et la construction du pont de Normandie l'ont profondément modifié. Ces aménagements ont réduit l'espace de respiration de l'estuaire et ont réduit la surface des vasières de près de 80%. Et ce qui fait que aujourd'hui, on essaye de préserver encore ce qui reste des vasières dans l'estuaire. Pour préserver les vasières, la réserve n'a qu'un seul outil, la persuasion. Elle alerte le port et l'État sur les conséquences de la disparition de ce milieu naturel précieux. Les oiseaux oui, j'ai adoré. Il y avait des hérons cendrés, des oiseaux, plein d'oiseaux. Est-ce que t'as hâte de voir les chevaux? J'ai peur des chevaux, donc c'est ma passion. Zoé, est-ce que tu es d'accord avec moi que les chevaux sont très beaux? Oui. Lui, c'est une fille, c'est un garçon. Ils sont en train de faire du... Ah oui, parce que oui, ok. Ça va, Nel, t'en penses quoi? Oui, c'est cool. Et vous revoilà. Alors les enfants, vous avez vu beaucoup de choses avec votre guide nature? Oui. Vous avez vu quoi? Des chevaux. Des chevaux, ouais. Des vaches. Des vaches. Quoi d'autre? Des canards. Des canards. Du cygne. Du cygne, ah ouais. Ouais, Vivien, on est loin des petits oiseaux, là, c'est des belles bêtes que vous leur montrez. Là, on est parmi les plus gros habitants de l'estuaire, les chevaux de Camargue et puis les vaches qu'on voit en fond derrière aussi. Ça fait partie des auxiliaires pour nous de gestion du territoire. Bon bah cheval de Camargue, c'est tout bon, je l'ai, une carte de plus pour mon safari. Puis on s'attend pas à les voir ici, les chevaux de Camargue, en Normandie, en bord de Seine qui plus est. Effectivement, c'est des races qui ont été choisies exprès, elles viennent de Camargue à l'origine, elles ont été créées là-bas, je dirais, et on s'est rendu compte
compte depuis maintenant bien longtemps que c'est des intérêts, puisque c'est des chevaux, des races rustiques qui ont l'habitude de vivre dans des marais et donc qui sont bien adaptés à être ici. Et c'est quoi leur rôle finalement dans cette prairie? Alors ce que je vous disais, c'est des auxiliaires, ils sont là justement pour pâturer, faire leur rôle de grands herbivores et d'ouvrir les milieux. On a un souci en espace naturel, c'est que les milieux ont tendance à se refermer, c'est naturel, hein, c'est progressif dans la nature et là on va contrecarrer un peu ce rôle-là en mettant des grands herbivores qui vont pâturer et ouvrir les milieux. Je peux m'approcher aussi? Oui, bien sûr. Bon, moi les enfants, j'ai une petite surprise pour vous. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Elle est cachée là à 50 mètres. Ça vous dit d'aller la voir? Oui. Allez, on y va. 50 mètres. Elle est là la surprise. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette boîte qui est là? Une caméra piège. Eh, mais vous êtes hyper au courant là. Je vais aller la relever. Alors, on va la sortir. Donc vous avez raison, c'est une caméra piège. Là, elle est à l'intérieur de la boîte. Elle filme de nuit, mais c'est quoi sa spécificité? C'est que dès qu'un animal passe devant, elle se déclenche. Exactement. Et nous, on l'a cachée hier. Là, j'ai réussi à connecter mon téléphone dessus. On va regarder ensemble les animaux qui sont passés devant cette nuit. Ouais. Alors, il y a ça. C'est quoi d'après vous? Un chat. Un chat? Une chauve-souris? Un raton laveur. Un raton laveur? Un écureuil. Un écureuil? On va demander à l'expert. Un ragondin. Alors certainement une fouine. C'est une fouine. C'est quoi ça? Une sorte de rane? Non, c'est une fouine, c'est un mustélidé de la même famille que les belettes. Je vous l'approche pour ceux qui sont derrière. Vous voyez? Vous voyez ce que c'est une belette? C'est une fouine. C'est un petit animal qui vit ici. Non, une fouine. C'est pas grand une fouine, hein. C'est grand comme ça. Alors. C'est grand comme ça. C'est assez court sur pattes et on peut les voir auprès des maisons. Et là, l'autre animal, c'est ça. Un sanglier. Un sanglier. Ah ouais, bravo. Premier, bravo. Regarde. Là, regarde là. C'est un sanglier. Hop. Je pense derrière c'est bleu. Ouais. C'est incroyable hein, tous les animaux qu'on arrive à voir ici. Pourtant je crois qu'on n'est plus tout à fait dans la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Effectivement, on est dans une petite exception, on est dans une enclave qui n'a pas été classée en réserve à l'époque puisqu'ici c'est un ancien site industriel. C'est pour ça qu'on voit tous ces mâts là sur ce site? Effectivement, c'est un site qui a été, à l'époque il y avait des cigognes qui sont installées sur les tuyauteries de l'usine et donc ils ont été replacés à côté sur des mâts pour permettre la continuité de la nidification. Oui, donc là aujourd'hui c'est un peu plus difficile hein, de les voir, les cigognes. Elles sont essentiellement de passage dans la réserve au printemps et à l'été pour se reproduire. En revanche, pour les agents de la maison de l'estuaire, c'est l'occasion de baguer les petits. Regardez. Donc là, globalement, ils sont en état de torpeur. À un certain stade, en fait, ils restent dans le nid et ils font les morts. Un moment de stress pour les cigogneaux, alors l'équipe de la réserve de l'estuaire doit faire vite pour les attraper. Ces oiseaux, nés en avril, sont identifiés et bagués. La bague métal qu'on vient de lui poser, les bords sont bien jointifs. Elle tourne bien au niveau de son tarse, donc la cigogne ne pourra pas se blesser tout au long de la saison de reproduction. L'équipe en profite pour prendre un maximum d'informations. Les cigogneaux sont pesés, mesurés et des plumes sont prélevées. L'idée, c'est de récupérer la goutte de sang au bout pour pouvoir analyser par la suite ces échantillons-là et savoir si on a des mâles, des femelles, autant de mâles ou autant de femelles qui naissent sur le site de la réserve naturelle. Cette opération permet de suivre l'évolution de la population. Dans les années 70, ces oiseaux avaient presque complètement disparu. Aujourd'hui, 5000 couples nichent en France. La réserve de l'estuaire en compte 70. Ça reste quand même une espèce qui est fragile, comme on a pu le voir dans les années 70. Et donc c'est important de la suivre, de voir si tous les ans elle trouve assez de ressources alimentaires, si elle n'est pas dérangée, s'il n'y a pas de pollution. Donc voilà, c'est quand même une espèce qu'il faut suivre et surtout qui peut du jour au lendemain aussi accuser un déclin. Les petits retrouvent enfin leur nid. Et au dernier moment, on retire. Ces cigognes partiront en migration à la fin de l'été. Plus de la moitié d'entre elles reviendront se reproduire ici, une fois adultes. L'un des animaux que l'on peut trouver dans la baie de Seine, c'est la crevette,
Avant, 400 bateaux partaient de Honfleur pour draguer l'estuaire. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée à encore pratiquer cette pêche au chalut. Ils bénéficient d'une dérogation spéciale pour pouvoir travailler dans la zone de la réserve. Parmi ces pêcheurs, Jérôme Gosselin, 45 ans, est le plus jeune à reprendre ce métier et le seul à sortir tous les jours. Une pêche aléatoire avec des bons jours et des moins beaux. Je pense qu'ici, j'ai une chance de trouver la crevette grise. Bonjour! Est-ce que c'est chez vous que je peux trouver ça? Ah oui? Oui? C'est la crevette, ça. Vous êtes pêcheur à la crevette? Vous êtes Jérôme, c'est ça? C'est ça, ouais. Céline, enchantée. Enchanté. Alors dites-moi, la pêche du jour a été bonne ou pas? Oh là, c'est le désert. Montrez-moi, qu'est-ce que vous avez eu? Ah oui, effectivement. En 45 minutes, en effet, c'est pas vous. Il n'a pas eu beaucoup ce matin. Non, bah non, c'est un essai devant le peur. Parce que d'habitude, à cette époque-là, elle commence à arriver. Mais sinon, là, nous, on peut démarrer de 60-70 kilos, mais à l'entrée de l'estuaire. Vous venez à quai, vous me rejoignez? On en parle? Vous en avez besoin? Allez-y. Je vous le donne. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a une taille réglementaire? Oui, 3 cm c'est. Ouais, 3 cm. La taille, donc ça fait à peu près ça. Ça, c'est dans les plus petits. Mais principalement, les gens, quand vous leur donnez ça, vous les faites cuire, ça rétrécit, ils ont pas envie de la manger. Et alors vous faites ça depuis combien de temps, dites-moi? Ça fait 1 an et demi, moi, que je suis arrivé à la crevette, là. Et vous arrivez à en vivre actuellement, correctement? Oui. Ouais, parce que on fait quand même des heures par rapport à... Mais on est plusieurs fois chez nous, c'est parce que c'est à la marée en général, la crevette. Parce que c'était une pêche 19e, 20e siècle, beaucoup plus pratiquée. Maintenant, ça s'est raréfié un petit peu. Ah bah oui, pourquoi? parce qu'elle a disparu pendant un bout de temps. Et là, on commence à en voir un peu, c'est ce qui fait plaisir. Et on est quoi maintenant? On doit être 5-6 bateaux à la crevette maintenant. On voit comme aujourd'hui, vous ramenez des pêches qui sont un petit peu maigres, entre guillemets. Pourquoi vous avez choisi, vous, cette pêche-là qui est quand même assez risquée? Parce que j'y crois. Comment on explique qu'il y en a beaucoup moins qu'avant? Avant, c'était entre 500 kilos, une tonne par bateau. Ouais, puis il y avait 40-50 bateaux. Comment on explique ça, le fait qu'il y en ait quand même Est-ce qu'il n'y a pas eu les travaux d'estuaires qu'ils ont fait, tout ça? Est-ce que ça n'a pas fait quelque chose dans la nature des fonds? À mon avis, ça a dû y jouer. De toute façon, tout ce qu'ils font, les travaux de Port 2000 qu'on fait, tout ça, ça a dû y jouer. Mais comme je vous dis, là, apparemment, elle a l'air de revenir. Et là, vous sortez, vous, tous les jours, jour-nuit? Expliquez-moi votre rythme. Ouais, on fait du 7 sur 7 parce que en général, les gens ils mangent de la crevette le week-end. Donc, tu ne peux pas garder une crevette 3-4 jours vivante. Donc, on fait surtout là. Et puis, la semaine, je livre les poissonniers du coin. Donc, on fait du 7 sur 7. Et alors, crevette blanche, crevette grise, j'imagine, ça ne se pêche pas au même endroit dans l'estuaire. Il y en a plus une d'eau douce, d'eau de mer. La blanche, on la pêche à partir du pont de Normandie jusqu'à aller chercher le pont de Tancarville. Et on la pêche vraiment le long de la digue, le long de la route, on va dire. Là. Et que la crevette, on la pêche dans les fonds sableux et vaseux et jusqu'à une hauteur de 20 mètres d'eau, à peu près. Donc vous avez tout intérêt pour continuer à votre activité à ce que l'estuaire de la baie de Seine soit bien préservé. Voilà, mais ça se passe bien. Et moi, c'est comme je dis, plus on y va, plus il y en a. Et dites-moi, pendant vos sorties là, de pêche, vous voyez des cétacés un petit peu, des dauphins, des... Nous, non. Là, ici, on voit que les phoques. Oui, que les phoques. Les phoques, ouais. Il y en a pas mal. Là. Un peu plus en aval, il y a une île qu'ils ont fait, et puis là, elle est colonisée par les phoques. Nous, on est allé enquêter justement sur ces cétacés qui s'aventurent dans la Seine. Regardez. Elle s'installe pour 1 heure d'observation à la recherche de mammifères marins. Et là, il y a un petit truc comme une petite tête, mais je pense que c'est un rocher. Au bout de quelques minutes, des silhouettes de phoques apparaissent. 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai déjà 9 de sûr. Dans l'estuaire de la Seine et le long des côtes normandes vivent de nombreux mammifères marins, des phoques, mais aussi des cétacés. On va avoir des grands dauphins. On peut aussi observer du marsouin et on peut aussi observer éventuellement des dauphins communs. Et puis on a aussi des passages de baleines. Alors ça c'est assez rare, mais on a quelques observations à proximité des côtes de temps en temps puisqu'on est sur un couloir migratoire, notamment pour la baleine à bosse. Basé à Cherbourg, le GEC, le groupe d'études des cétacés, répertorie toutes les observations de ses salariés, mais aussi des plaisanciers et des pêcheurs. Ces données permettent de suivre l'évolution des populations et donc de la biodiversité sous-marine.
s'il y a des choses qui se passent mal en dessous, les proies vont d'abord diminuer et si les proies sont infectées, eux aussi vont être infectés directement. Donc c'est vraiment des indicateurs de la qualité, de la bonne qualité des eaux de l'estuaire. Il arrive aussi que des animaux perdus et désorientés se retrouvent dans l'estuaire. En mai 2022, une orque avait remonté le fleuve. 2 mois plus tard, un beluga a suivi le même chemin. Malgré une forte mobilisation, aucun des deux n'a survécu. Il s'agissait probablement d'animaux isolés et en fin de vie. Eux sont en revanche bien installés en Normandie, les grands dauphins. En tout, ils sont 500, une des plus grandes colonies d'Europe. Leurs mouvements sont étudiés, notamment grâce à la photo-identification. Et ces cicatrices sont vraiment propres à chaque individu, c'est un peu comme une empreinte digitale. Et en fait, quand on sort en mer, nous, on les prend en photo, leur aileron. On peut, grâce à cette méthode, estimer la taille de la population, mais aussi analyser la structure sociale. Est-ce que certains individus préfèrent rester entre eux ou est-ce que les groupes se mélangent ? Pour mieux connaître les déplacements des cétacés, le GIEC s'appuie notamment sur la plateforme d'observation collaborative Obs en mer. L'association souhaite voir son usage se développer encore, notamment dans la baie de Seine. Bon, ça y est Karima, je reviens de Honfleur là et j'ai trouvé la dernière espèce sur ma carte, la crevette grise. Et toi alors, ça a donné quoi ton safari? Bah écoute, j'ai tout trouvé, toute seule ou presque. Ouais, j'ai cru comprendre que t'avais été quand même un tout petit peu aidée. Hein. Un tout petit peu. J'ai une classe qui m'a donné un bon coup de main, puis le drone de la maison de l'estuaire aussi. Mais écoute, il fallait bien ça pour observer toute la richesse de la réserve sur Terre et dans les airs. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, j'ai découvert plein de choses. Ouais, moi aussi, et on est loin d'avoir tout vu. C'est clair, cet espace foisonne de vie. Il est d'ailleurs accessible à tous. À vous aussi, si vous le souhaitez, de nombreux sentiers sont en libre accès à pied. Et des visites guidées régulièrement organisées.